Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 18 de Passion MLB, le podcast. Comme vous le voyez pour ceux qui nous écoutent là, en version vidéo et ceux qui nous écoutent en live sur Facebook, Twitter et YouTube, on a un certain petit retard aujourd'hui, petit problème technique qu'on a essayé de régler avec Sébastien, qui avait de la difficulté à se connecter. Pour le moment, ça fonctionne pas, donc on va commencer ça tout seul. Je vais être tout seul pour commencer ça, en fait. Je vais miser là, sur l'interaction là, des auditeurs qui nous écoutent en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions en masse pour compenser l'absence de Sébastien là, pour le début du podcast. Mais en attendant, on va y aller, puis peut-être qu'à un moment donné, il se rajoutera à nous. Un petit truc que je voulais dire avant de commencer, j'ai été mis en contact avec Bob Baseball, Bob McDuff, a écrit, qui écrit des livres en fait pour les enfants. Baseball Bob et le Manchot, qui en est un d'eux. Il nous a fait parvenir une copie. On l'a lu, c'est très, très, très intéressant pour ceux qui se chercheraient peut-être une lecture baseball à faire avec leurs enfants. Sur le site de Bob Baseball, on peut vous recommander là, d'aller le chercher pour aller le lire. Donc, s'il y a des intéressés à ce niveau-là, on vous invite fortement à le faire. Petit truc qu'on voulait jaser aussi en introduction. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à interagir avec moi en attendant que Sébastien revienne, je vous invite à le faire. Vous avez peut-être vu passer cette semaine, on a parlé beaucoup de stade olympique en tant que tel. Au niveau du stade, il y a eu des nouvelles qui sont survenues à cet effet-là. On a ramené d'avant-plan via ce que Benoît Roger de BPM Sport a appris que le stade allait donc ne pas avoir de fonction baseball en tant que tel. La nouvelle configuration va permettre d'avoir un aspect de spectacle, de divertissement, va permettre d'avoir une configuration soccer, va permettre d'avoir une configuration football, mais il n'y aura pas de configuration baseball en tant que telle. Nous, ce qu'on se demandait, puis qu'on veut savoir de votre part, c'est ça vous fait quoi de savoir que on n'a plus de place pour jouer de la grosse balle comme ça à Montréal? Parce qu'évidemment, on le sait que, ben écoutez, le retour des expos, un, est improbable, mais deux, ne passerait pas par le stade olympique, qui était déjà désuet il y a une vingtaine d'années en termes de standards du baseball majeur. Là, avec le temps qui passe, avec la technologie qui avance, on se voit les nouveaux stades là, qui se construisent un peu partout depuis une vingtaine d'années dans le baseball majeur. C'est pas exactement sur le modèle du stade olympique. Donc, c'est pas une surprise à ce niveau-là, mais est-ce que ça vous fait quand même un certain pincement au cœur de savoir que il n'y a pas de baseball présentement qui peut se jouer du côté de Montréal au niveau du baseball majeur? Moi, j'ai l'impression de ce qui se passe de ce niveau-là, c'est que, ben, écoute, de toute façon, on s'attendait pas nécessairement à revoir le baseball, comme je l'ai dit, à ce niveau-là, mais on n'a plus rien à prouver non plus en termes de matchs préparatoires. Donc oui, il y a eu ces matchs préparatoires-là qui ont eu lieu de 2013-2014, je crois, à 2019. Ça aurait eu lieu en 2020 si jamais la pandémie n'avait pas frappé. Mais à ce point-ci, est-ce que Montréal a vraiment besoin de se prouver? Je pense que les gens savent qu'à Montréal, il y a des passionnés de baseball. À Montréal, il y a des gens qui aiment leur balle. De remplir des stades olympiques des lundis et des mardis soirs quand les expos sont pas là, je pense que c'en est un exemple frappant. Même si c'était juste 2 fois par année, ben, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à ce niveau-là. Je vois Sébastien qui est en attente comme ça. On va faire un test. On est en live, là, donc pour ceux qui nous écoutent, on va ajouter Sébastien. Sébastien, est-ce que tu es en mesure de nous entendre et surtout, nous, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu m'entends, Charles? Sébastien, je t'entends. Hey, finalement, on l'a eu. Est-ce que ta pression est en train de faire? Ouf, OK. Oui, oui, oui. Je te dirais Oui. que ça allait aussi mal que les Yankees. Ouais, hein, tu Oui. sais, là, je vois, ça fait 5 minutes 40 qu'on est en live. Il y a 6 minutes, tu étais content, là. Ah oui, oui, j'étais vraiment content. Ça va mieux. Fait qu'écoute, viens me sauver et surtout, viens sauver les auditeurs. J'ai assez parlé dans les 6 dernières minutes. Fait que je te lance la balle et je te la pose à toi la question. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, les nouvelles configurations du stade olympique qui font en sorte que on n'a plus de baseball, du baseball majeur qui peut se jouer à Montréal en ce moment, là. Même si on voulait accueillir des matchs, on ne pourrait pas.
Ben, c'est sûr que à la base, c'est pas très surprenant. Là. On sait qu'on se dirigeait un petit peu vers ça, mais ça vient confirmer qu'on n'aura pas de baseball de sitôt à Montréal, même pas un déménagement comme, je ne sais pas si tu en as parlé, mais des Aces à Sacramento. On ne pourra pas avoir ce genre de, même si c'est de façon temporaire, ce genre de déménagement-là. On le sait que ça va être, si le projet finit par se réaliser, ça va être vraiment un projet à très long terme. Donc, ça jette un petit peu une douche d'eau froide, mais comme je le mentionnais, c'est pas très surprenant. Là. Ça prend un nouveau stade pour avoir un club du baseball majeur à Montréal. Ça va passer par ce nouveau stade-là. Ça ne passera pas par le stade olympique qui est complètement désuet, surtout en configuration baseball. Donc, c'est vers là qu'on se dirige, puis ça va être une longue route. Parle-nous aussi un peu du prochain aspect qu'il y a sur la liste en termes de stade. Toujours selon Ben Roger de BPM Sport, qu'on salue chaleureusement. Oui. Dans les prochains mois, il y aura une façon de se procurer des bancs du stade olympique, ce stade qui est présentement en rénovation, comme on le sait. C'est quand même cool de savoir que, tu sais, au même titre que quand le forum a fermé, il y en a qui ont des bancs du forum chez eux. Là, tu peux avoir un banc du stade aussi. Qu'on aime ou pas le stade, c'est quand même une pièce d'histoire du baseball à Montréal. Oui, exactement. Puis Ben Roger, il est plugué par rapport à tout ce qui est stade olympique. Hein. On l'a vu Oui. dans les derniers jours, là, toutes les Yes. infos qui sont en lien avec le stade olympique, c'est lui qui les sort, c'est lui qui les a. Mais oui, c'est une belle chose de pouvoir obtenir un siège du stade olympique. Il n'y en aura pas beaucoup, par contre, on parle de 300 à 400 sièges. Ça va être probablement un par personne. Donc, Ouais. ça risque de courir aux portes du stade pour en obtenir un. Mais quand même, c'est une belle opportunité d'avoir une pièce d'anthologie de ce stade-là qui, quand même, a vécu plusieurs belles choses, autant pour les Olympiques que pour les Expos de Montréal. Là, Sébastien, on a un commentaire ici de David Gosselin qui commente souvent nos lives, mais là, David, je dois te remettre à ta place, là. Si tu vas chercher un banc du stade, c'est pas parfait pour partir un feu de Ben foyer en non, été, ben là. non, C'est ben une non. pièce d'histoire. Ben oui. David. J'espère dans ces conditions-là que je te verrai pas dans le fil avec ton auto pour aller en chercher un, là. Faut pas qu'il en vole un à quelqu'un qui en voudrait vraiment un. Tu sais, C'est ça. c'est sûr que le stade, c'est pas un stade qui est idéal pour le baseball. C'était pas un stade qui était idéal pour les expos, mais quand même, les expos ont vécu de très belles années dans ce stade-là. C'était plus Mhm. difficile à la fin, mais quand même, on a eu des belles saisons à Montréal dans le stade olympique. Donc, tu sais, ça vaut la peine de quand même pas partir un feu avec ça. Là. Et Mathieu qui nous rappelle qu'ils Oui, sont en plastique de toute façon. Je ne sais oui. pas si c'est par conscience environnementale ou c'est par tu vas avoir de la misère à les brûler, mais Un peu David des qui a deux. l'air de se trouver bien comique. C'est vrai, par exemple, on se le concède qui n'était pas exactement confortable. On vous recommande pas de tasser votre set de cuisine pour le remplacer par des chaises du stade olympique. Là, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Mais c'est une pièce de collection si vous voulez. Essayer de concurrencer Terry G en vous faisant un petit temps de la renommée du baseball, ben, ce sera un premier item à ajouter sur votre liste. Ça va être Euh, difficile, par exemple. Concurrencer Perry G, là, ouais. faut se lever de bonne heure. Ouais, même le temps de la renommée, comme attends une minute, là, on Ouais, part de c'est ça. loin. Quand tu dis difficile, je pense que tu voulais dire impossible. Oui, c'est ça. Ah, fait que regarde, on a parlé du stade olympique qui a pas de baseball présentement. Allons un petit peu plus loin au Canada où il y a du baseball, mais du mauvais baseball. Donc allons voir ce qui se passe du côté des Blue Jays de Toronto. Chez les Blue Jays de Toronto, depuis la dernière fois où on s'est parlé, défaite. Je sais pas, je suis rendu à combien de défaites. Rajoute une victoire, puis rajoute au moment où on se parle les Blue Jays qui vont bien contre les Yankees. Mais sinon, c'est défaite par-dessus défaite par-dessus défaite. Ça va bien, hein? Ça va bien du côté des Blue Jays de Toronto. Ross Atkins qui a parlé justement aux médias jeudi en milieu d'après-midi. C'était pas pour annoncer un congédiement de John Schneider au grand détriment de bien des gens, puis je te regarde droit dans les yeux, Sébastien. Je regarde droit dans les yeux bien des gens aussi présentement. C'était pour faire état un petit peu de la situation à un mois de la date limite des transactions.
pour parler de ce que David appelle un film d'horreur de deuxième ordre. Je trouve que c'est excessivement bien résumé. Commentaire beaucoup plus à propos que celui de Brûler les pans. Et puis, bon, ce qu'on a appris, c'est que, ben, tu sais, il croit encore en son équipe, mais il est déçu de son équipe, Sébastien. Puis, tu sais, John Schneider, c'est l'homme de la situation, puis les frappeurs aussi sont bons, mais ils n'ont pas réussi à se relever. C'est tout ou c'est tout le temps vide quand il parle, lui? Tout le temps, Ah, tout le temps, tout le temps. c'est une perte de temps, là. Toutes les Ouais. conférences de presse de Ross Atkins, c'est une perte de temps. On n'apprend jamais rien. On n'a aucune idée où le club va aller. Donc, c'est ça, ça sert absolument à rien. Puis oui, il est déçu. On ne sait bien pas pourquoi. C'est tous les joueurs qui sont en place, tous les membres du personnel qui sont en place, c'est tous des hommes de la situation, mais pourtant, les Jays Ouais. ne fonctionnent pas. Donc, tu sais, il va falloir trouver une solution à un moment ou à un autre. La solution, c'est probablement pas Ross Atkins. On dirait qu'il y a, j'allais dire, il n'y a plus de mots pour expliquer ce qui se passe, mais est-ce qu'il y en a déjà eu? Je pense pas. Donc, ça va pas bien du côté des Jays, sauf probablement aujourd'hui au moment où on enregistre. David qui nous parle d'un vendeur de rêve, ce monsieur Atkins. Et Mathieu qui nous dit qu'Atkins devrait juste démissionner. C'est lui qui a réussi à amener aucun bâton depuis 2 ans, mais tout va bien. Bon, il dit que dans les 7 à 10 derniers jours, il y avait un certain optimisme qui s'est effacé là, en vertu de la séquence de défaites, de 7 défaites consécutives contre Cleveland, contre Boston, contre tous des clubs comme ça. Euh, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener, mais par la force des choses, ça nous mène à un club qui va vendre. On ne sait juste pas jusqu'à quel point. Et ça va nous mener à encore plus de tractations qui vont entourer Vladimir Guerrero Jr. et Beau Bichette. On va y aller en 2 points. Vladimir Guerrero Jr., qui, dans les derniers jours, a changé son fusil d'épaule et il a dit ben écoute, si je t'ai changé aux Yankees, je vais être un professionnel. Ça, c'est après avoir dit si je suis échangé aux Yankees, je ne signerai jamais avec les Yankees, même si je suis mort. Je ne sais pas comment qu'un mort peut signer avec les Yankees. Là. Je ne sais pas s'il voulait dire mort en dedans, je ne sais pas s'il voulait dire mort. Écoute, c'était des propos assez crus, puis ils les avaient répétés souvent. Puis je comprends qu'il s'est probablement fait dire écoute, tu as des chances d'être échangé, mets-toi les chances de ton bord. Je ne pense pas, Sébastien, que ça veut dire qu'il est à quelques semaines d'être échangé forcément aux Yankees de New York, mais je pense que ça veut dire qu'on parle d'un gars qui, de plus en plus, est conscient que son avenir est fort probablement ailleurs qu'à Toronto. Ouais, c'est vers là qu'on se dirige, puis on dirait qu'il s'ouvre quelques portes ou à tout de moins, il ne se ferme pas les portes qui pourraient être ouvertes dans les 2 prochaines années ou dans la prochaine année et demie. Puis c'est quand même spécial ce changement de fusil d'épaule parce que on a entendu aussi Beau Bichette dire qu'il ne serait pas surpris qu'il serait échangé. Donc, Ouais. on sent un changement dans les propos de ces deux joueurs-là, qui sont les deux joueurs principaux chez les Jays, mais qui s'attendent quand même à avoir une chance de changer d'adresse d'ici la date limite des transactions ou peut-être l'an prochain également. Donc, on dirait que par le passé, c'était totalement presque impossible de voir ces deux gars-là être échangés, mais plus le temps avance, plus on a des indices, des signes qui nous montrent que peut-être Bichette et ou Guerrero pourraient changer d'adresse. Puis ça vient de ces deux joueurs-là. Ça vient aussi de certains journalistes qui sont bien plugués dans le monde du baseball. Donc, 1+1, souvent, ça va faire 2. Puis on va voir là, dans quelle direction les Jays vont aller au classement, mais également d'ici la date limite des transactions. Tu as raison, puis c'est vers là que je m'en allais. Tu as Guerrero, il y a les commentaires sur les Yankees, il y a un journaliste d'ESPN à Houston qui dit que c'est la priorité numéro 1 des Astros de Houston. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il va être échangé, mais c'est un joueur qui est important pour eux. De l'autre côté, Beau Bichette se fait dire ça t'étonnerait-tu d'être échangé? Non, pas en tout, ça ne m'étonnerait pas d'être échangé à la date limite des transactions. Moi, j'ai toujours été de ceux qui disaient ben, écoute, oui, il y a des rumeurs, puis oui, ça va jaser, mais je pense qu'au final, les Blue Jays n'auront pas le goût nécessairement des échanger. Les commentaires de Beau Bichette, comme le mentionne David, c'est inquiétant de la part de jeunes vedettes comme ça de l'équipe. Mais deux, ce que ça me dit aussi, c'est que s'il sort publiquement avec ça, c'est probablement que ça cache une certaine frustration. Parce que tu sors pas comme ça juste pour le fun. Là. Je sais que Beau Bichette aime ça parler, puis quand Charlie Montoyo avait été congédié, il avait dit ouais, c'est peut-être le temps de changer. C'est un gars qui a pas peur de parler. Ceci étant dit, je suis persuadé que c'est quand même calculé comme sortie. Je pense pas que son agent l'a appelé et qu'il a dit hein, t'as dit ça, voyons, ça sort d'où? J'ai vraiment le sentiment que ça vient que c'est peut-être, je vais dire stratégique à défaut d'avoir un meilleur mot de cette sortie.
Oui, je suis entièrement d'accord. Soit que c'est stratégique ou soit que ça vient vraiment du fin fond de lui-même, là, qui a des frustrations parce que on n'entendrait pas un Aaron Judge sortir dans les médias puis avoir ce genre de déclaration-là. On connaît le capitaine des Yankees, va sortir, va dire non, je me concentre sur le présent, je veux aider mon équipe, mais là, c'est pas ce que Bichette a dit. Il a dit clairement qu'il ne serait pas surpris d'être échangé. Donc, déjà, ça montre qu'il y a un pied en dehors du club des Blue Jays, puis probablement que ça va avoir des répercussions sur le terrain. S'il n'y a plus la tête à jouer avec les Jays, bien, ça va se répercuter sur ses performances. On l'a vu depuis le début de la saison. C'est pas le beau Bichette des années passées qui frappait beaucoup de coups sûrs, qui se rendait sur les sentiers. On dirait qu'il veut y aller avec la puissance. Donc, tu sais, il s'en va peut-être vers plus sa carrière personnelle que vers les Blue Jays ou son équipe actuelle. Donc, il y a plusieurs petits indices qui montrent on approche peut-être de la fin de cette association-là. On a quelques questions, là, Sébastien, qui concernent une multitude d'équipes. Là, ceux qui nous ont posé des questions là, sur les Yankees, sur les Guardians, là, attachez votre truc, là, on va y répondre un petit peu plus tard dans la période de questions. Mais présentement, dans le blog des Blue Jays, on a aussi des commentaires, Sébastien, en lien avec les Blue Jays de Toronto. David qui nous mentionne avoir l'impression que Schneider a perdu son vestiaire depuis sa fameuse décision de sortir Berrios en série l'an passé. Rappelez-vous la réaction de Chapman. Je me souviens pas si tu parles de la réaction de Chapman en série ou si tu fais peut-être pas allusion à la fois où les Angels étaient en ville l'an passé, que Mike Trout était blessé, évidemment, qu'Anthony Randon était blessé, évidemment, Évidemment. et que Shohei Ohtani est encore là, c'était le seul bon joueur de l'équipe. Puis on lui a lancé des beaux tirs à frapper, a frappé un circuit et il est allé enguirlander son gérant en disant qu'est-ce que tu fais là? C'est le seul bon joueur. Pourquoi on y lance? Pourquoi on ne donne pas des buts sur balle à la place? T'sais? Fait que, oui, probablement que Schneider a perdu son vestiaire, mais attends, Sébastien, parce que le DG Ross Atkins a dit que John Schneider était l'homme de la situation. Ça doit forcément être vrai. Oui, tout ce qui sort de la bouche de Ross Atkins est forcément vrai. On le sait, on l'a vu Oui. dans les dernières années. Je pense que oui, il a vraiment perdu son vestiaire, puis surtout dans le sens où il protège vraiment ses vétérans, puis il les protège un petit peu trop. Puis là, c'est les jeunes qui frappent dans cet alignement de frappeurs-là, puis on ne leur donne pas la place qu'ils devraient avoir. On conserve les vétérans dans des rôles offensifs qui ne sont plus les leurs parce qu'ils ne performent pas en ce moment. On pense à George Springer, puis on exclut le match d'aujourd'hui, jeudi. On parle de Justin Turner, qui, on dirait, conserve tous leurs droits, même s'ils ne performent pas. Puis pendant ce temps-là, on a des jeunes qui poussent, qui donnent tout ce qu'ils ont sur le terrain, mais pourtant, continuent d'être assis sur le banc ou continuent de frapper dans le bas de l'alignement. Donc, dans cette optique-là, je pense vraiment que John Schneider a perdu au moins une partie de son vestiaire. Patrick ici qui nous mentionne, en parlant des commentaires de Beau Bichette, ça veut sûrement dire qu'il n'y a pas eu d'offre de contrat à long terme. S'il dit ça, Bichette, je pense pas qu'il n'y a pas eu d'offre de contrat à long terme, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'offre satisfaisante de contrat à long terme. Parce que la nuance est là, tu sais, il y a eu des discussions clairement avec Guerrero, avec Bichette au cours des années, Sébastien, mais on est loin, clairement, parce que si on était proche, ben, il y aurait plus de tractation, puis on travaillerait plus fort pour essayer de donner le petit pas de plus pour essayer de se rendre. Mais à un moment donné, quand tu es plus loin que loin, puis s'il y a, je te dis un chiffre au hasard, 100, 150 millions de dollars d'écart entre les deux offres, t'as beau, oui, avoir déposé une offre, mais à un moment donné, si tu te sens pas respecté, tu te dis, ben écoute, laisse faire, là, arrête de me faire une contre-offre de 20 millions de dollars de plus, ça changera rien. Oui, c'est sûr. Puis probablement que les deux parties ont leur part du blâme dans ces négociations-là, dans le Oui, sens oui. que Oui, Beau oui. Bichette, on le sait, va vouloir tester le marché des joueurs autonomes, va vouloir tester sa valeur sur ce marché-là. Puis d'un autre côté, bien, les Blue Jays veulent attendre, ne veulent pas nécessairement lui donner un montant qui est beaucoup trop élevé, que même les autres formations ne lui auraient pas donné. Puis là, se retrouver à surpayer un joueur qui ne performe pas nécessairement, comme ça a été le cas pour George Springer. Donc, les deux ont leur part du blâme, puis je ne vois pas une avenue où les deux parties vont conclure un pacte avant que Beau Bichette tombe joueur autonome. Même chose pour Vladimir Guerrero. Au moins, la seule bonne nouvelle qu'il y a présentement du côté des Blue Jays, on enregistre jeudi soir, c'est que ça va très bien. Et le collègue Raph Simard qui tient à te le rappeler, dire que ça va bien pour tes Yankees de New York. On va en parler un Euh, petit peu plus tard, là, mais non, ça ouais, ne va pas. non, c'est ça. Matt qui nous demande, en parlant de Guerrero Junior, fait un lien aussi avec Pete Alonso qui pourrait potentiellement être disponible du côté des Mets, même si ça va mieux chez les Mets, puis ça se peut qu'on fasse une poussée puis qu'on ne l'échange pas finalement. Mais est-ce qu'il y en a qui pourraient aboutir à Boston parce que le vrai problème des Red Sox est au premier coussin?
Moi, j'ai l'impression qu'entre les deux, c'est peut-être plus Alonso que Guerrero qui pourrait aller à Boston. Un, je pense pas qu'on va vouloir l'échanger dans la division. Deux, si Alonso ou Guerrero s'en va là, je pense que ça va être ultimement pour être un frappeur de choix parce que Tristan Casas va finir par revenir. Et là, ben, tu t'ajoutes un bâton que tu mettrais comme frappeur de choix pour reléguer Yoshida à un poste de joueur de banc. Ceci étant dit, Alonso est à Jean-Libre à la fin de la saison, Guerrero non. Fait que je pense pas que tu vas nécessairement passer toute la fin de la saison 2024 toute la saison 2025 avec un mix de Guerrero Junior, de Casas et de Yoshida pour deux positions incluant celle de frappeur de choix. Je pense pas que ce serait réaliste à ce point-ci un Guerrero du côté de Boston. Ça pourrait l'être s'il était en fin de contrat, puis s'il n'était pas dans la division, mais dans les conditions actuelles, j'ai envie de dire, si jamais les Mets vendent, Pete Alonso est une possibilité plus réelle. Oui, exactement, mais je ne vois pas les Red Sox aller chercher un Pete Alonso dans les circonstances actuelles. Oui, on performe au-delà des attentes. Oui, ça va bien, mais je ne pense pas que ça va durer. Je ne pense pas qu'on a les éléments pour se rendre jusqu'au bout. Puis il ne faut pas oublier que si on y va un peu plus à long terme, Rafael Devers n'est pas nécessairement une solution à défensive non plus. Fait qu'à un moment ou à un autre, est-ce que ça va être lui qui va prendre le poste de frappeur de choix pour une longue période de temps? Peut-être. Donc, tu sais, on a plusieurs choses à réfléchir si on fait ce genre d'acquisition-là, parce que, comme tu l'as mentionné, Tristan Casas qui va revenir au jeu, puis on est quand même stable à cette position-là s'il reste en santé. Donc, on a des questions à se poser à Boston à long terme. On a des commentaires qui reviennent un petit peu main dans la main. Richard ici qui nous mentionne que les Jays dorment depuis que Antopoulos n'y est plus. La chute est vertigineuse d'une année à l'autre et ça fait un peu avec ce que David nous demande. La vraie question, comment les propriétaires Rogers peuvent-ils accepter un tel fiasco? Ils ont mis 400 millions de dollars dans la rénovation du stade et ils vont accepter la situation actuelle? C'est une bonne question parce que on sait qu'il y a des propriétaires plus ou moins envahissants. Tu sais, des Steve Cohen, des Jim Crane, là, à New York et à Houston, ils ont vraiment les deux maintenant. Rogers sont un petit peu plus reculés puis ils laissent travailler leur monde. Mais je suis persuadé que dans les bureaux chez Rogers, en ce moment, on se dit, hey, on a-tu une masse salariale de 225, 235, 245, peu importe le montant, on dépasse la taxe de luxe. On a tout ça pour vrai pour le produit qu'on a sur le terrain. Tu sais, puis ça doit rentrer en ligne de compte aussi de se dire, ben, regarde, si on ne fait pas les séries, assure-toi qu'on soit au moins en dessous de la taxe de luxe. Fait que, peut-être que là, ça pourrait permettre de dire, il y a un Justin Turner qui gagne, je n'ai pas le montant devant moi, mais ça doit être 9, 10, 11 millions de dollars dans ces environs-là. Kevin Kiermaier, des gars qui ont un certain montant. Yusei Kikuchi, est-ce qu'on peut échanger ça pour essayer de passer en dessous de la taxe de luxe? Là, ça doit être là parce qu'à un moment donné, on a beau parler du président, on a beau parler du DG, on a beau parler du gérant, on a beau parler du coach de banc, mais il y a le propriétaire qui colle les shots. Puis si lui il décide qu'il veut réduire la masse salariale parce que ça ne va pas, ben, il y a un DG qui n'aura pas le choix d'écouter. Oui, par contre, on n'a pas les états financiers de Rogers dans cette section-là, la section Blue Jays, parce que j'ai l'impression qu'on fait de l'argent quand même au final. Oui, c'est sûr qu'on ne voudra pas payer la taxe de luxe si on n'a pas le produit qui est sur le terrain, mais par contre, en termes d'assistance, ça va quand même bien à Toronto. Les gens continuent d'y aller. On vend des chandails, on vend des casquettes, on voit le brand des Blue Jays qui est quand même fort. Donc, pour le moment, je ne pense pas que ça soit un enjeu pour Rogers. Si par contre, ça se produit dans les prochaines années, là, on va vouloir réduire la masse salariale, puis on va vouloir des résultats sur le terrain pour pouvoir produire ces revenus-là. Et pendant ce temps-là, aussi chez les Blue Jays, dans cette fameuse super semaine merveilleuse, surprise, Orelvis Martinez, suspendu, dopage. Incroyable, incroyable. Dans les années 2000, c'était une chose de se faire prendre pour dopage, c'était la norme. T'sais. En 2024, se faire prendre pour dopage, à cet âge-là, c'est quelque Alors, chose. Là, c'est vraiment quelque chose. Là. Ouais. Alors que tu viens de te faire rappeler que Ouais. tu as ta chance finalement. Tu aurais dû l'avoir beaucoup plus tôt dans la saison, mais Ouais. finalement, tu l'as. Puis là, tu te fais prendre pour dopage. Puis moi, là, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant. Ça, j'achète pas ça. Là. À un moment donné, il va falloir s'assumer. Puis, tu sais, on le sait que certains joueurs prennent certaines substances. Il y en a qui sont légales, il y en a d'autres qui sont pas légales. Donc, il s'est retrouvé du mauvais côté de la clôture, doit assumer sa sentence de 80 matchs, mais ça fait juste suite à cette saison des Blue Jays qui s'éternise. C'est long, c'est plate, il se passe rien.
sauf à l'extérieur du terrain, bien sûr, mais sur le terrain, il ne se passe absolument rien. Ça va de mal en pis, puis ça fait juste ajouter une goutte dans cet océan-là de médiocrité chez les Jays. On verra ce que ça va donner, mais c'est sûr que tu regardes un Orelvis Martinez comme ça, espoir numéro 2 du club, suspendu pour 80 matchs. Tu regardes Ricky Tiedemann, qui a un potentiel exceptionnel sur le monticule, souvent blessé. Tu sais, t'as deux gros espoirs. Ben là, Tiedemann vient de revenir au jeu, tu me diras, mais t'as deux gros espoirs qui jouent pas ou qui jouent très, très peu cette saison. Ça peut faire partie de l'équation par la force des choses de dire, ouais, écoute, si on a 17 gars sur 26 qui vont devenir agents libres dans les 2 prochaines années, puis qu'on n'a pas personne de bien fiable pour pousser en dessous, tu peux pas juste te dire, ben écoute, Spencer Horwitz va devenir un gars de 35 circuits, puis Addison Barger va être bon, puis va devenir miraculeux au troisième coussin. Tu sais, ça te prend plus si tu veux essayer de pousser dans cette direction-là. Fait que peut-être que ça va affecter la direction de dire, écoute, on veut renflouer le système des filiales aussi, un peu peut-être à ce que les Red Sox de Boston font. Tu sais, je ne pensais pas citer les Red Sox positivement cette année après l'hiver qu'ils ont connu, mais écoute, on n'a pas le choix en ce moment. Leur modèle fonctionne bien depuis le début de la saison. Jusqu'à quel point ça peut inspirer les Blue Jays, je ne le sais pas, mais il faut clairement retravailler sur ce système des mineurs-là parce qu'éventuellement, tu vas finir par le payer cher. Oui, puis c'est très, très mince en ce moment dans le système de filiale des Jays. Déjà, là, on a un clair manque de profondeur. Puis là, on ajoute cette suspension-là. Peut-être que ça peut changer les plans. C'est sûr que ce n'est pas à très long terme. Mais si tu avais des plans d'Orelvis Martinez dans ton alignement qui comblaient un trou, parce qu'on le sait qu'on a des trous à l'avant-champ, si ton plan était de l'utiliser de façon régulière dans ces positions-là, bien là, tu ne l'as pas pour au moins 80 matchs. Dans quel état il va revenir? Il ne pourra pas évoluer durant tous ces mois-là où il va être absent. Donc, ça peut changer un petit peu la mentalité de Ross Atkins. Par contre, ça va prendre beaucoup de transactions pour revamper ce système de filiale-là parce que on en a laissé aller des joueurs qui auraient pu nous aider dès maintenant. C'est pas toutes des mauvaises transactions, mais il y a des jeunes joueurs qui ont quitté. Donc là, présentement, on se retrouve dans le dernier tiers de la ligue, dans les systèmes de filiales, puis ça va prendre du temps à rebâtir. Puis tu te retrouves aussi dans le dernier tiers de la ligue, dans la ligue. Oui, dans la ligue. Richard qui nous mentionne, quand tu sais que tu as un talent limité, que tu veux les gros millions de dollars, tu prends la direction de la triche. Et il y a David qui nous mentionne que c'est un peu pour toutes ces raisons-là que les Blue Jays ne peuvent pas se dissocier du visage de l'équipe. Donc, on verra comment le club va réagir à tout ça, mais disons que c'est une période de tempête que le DG n'avait pas prévu il y a quelques mois. Je pense pas qu'il s'attendait à ce genre de saison-là, même si, écoute, c'était quand même une possibilité que ça fonctionne pas, mais bref, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Plus la date limite des transactions approchera, plus on verra le vrai visage de cette équipe-là. Sébastien, allons-y donc en direction du bloc ailleurs dans le baseball majeur. Quand on s'est fait un petit planning tantôt pour le show, quand on est venu, le moment de parler des Yankees, je t'ai dit on parle de quoi, puis tu me dis il se passe rien à New York. Fait que je vais te lancer. Il se passe tout de quoi à New York? Non, il ne se passe absolument rien. Puis, tu sais, On en parle. on parlait tantôt des conférences de presse de Ross Atkins qui étaient totalement inutiles. Bien, présentement, là, regarder des matchs des Yankees, c'est totalement inutile. Il ne se passe absolument rien. C'est atroce défensivement. Même aujourd'hui, Ben Rice qui laisse aller une balle, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, le long de la ligne du premier coussin, l'a laissé rouler jusqu'au coussin, la balle a dévié. Ça a été un simple à l'avant-champ. Juan Soto au champ droit, c'est très difficile. Puis au bâton, à l'exception d'Aaron Judge, je ne comprends pas pourquoi les lanceurs continuent à lancer à Aaron Judge parce que le reste de cet alignement-là, depuis le départ sur la liste des blessés de Giancarlo Stanton, personne frappe en ce moment. Donc, c'est un passage à vide. On l'a vu l'an dernier, à peu près au même moment. On avait le même genre de baisse de régime. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais présentement, ça commence à être inquiétant. Puis la rotation partante qui avait fait un travail extraordinaire en l'absence de Garrett Cole, je pense que là, on commence à être fatigué. Écoute, ça combine un petit peu deux questions qu'on avait là depuis tantôt par rapport à ça. Denis qui nous dit les lanceurs partants d'arrache ces temps-ci.
pour les Bombardiers. Et Olivier, qui nous demande est-il temps de paniquer avec les récents ennuis des Yankees? Ça nous démontre que justement, ces gars-là qui viennent remplacer puis qui prennent un plus gros rôle, ça peut durer un peu, mais il est temps qu'un Garrett Cole revienne. Puis peut-être qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi, Brian Cashman, oui, il est intéressé à Jesus Luzardo, qui présentement est blessé, mais il est intéressé à certains lanceurs partants. On a beau le critiquer, là, mais c'est un vieux renard. Il Ouais. connaît la game, puis il sait qu'à un moment donné, ça te prend cette profondeur-là, puis il sait qu'à un moment donné, rendu en série, ça t'en prend plus que pas assez. Ça n'existe pas, avoir trop de bons lanceurs pour un club qui s'en va en séries éliminatoires. Fait qu'il y a peut-être de ça aussi un peu là, derrière les tractations qu'amènent certains lanceurs dans le Bronx. Oui, parce que Louis Hill, qui avait un début de saison extraordinaire, qui allait être quasiment le partant au match des étoiles, c'était un petit peu trop beau pour être vrai parce que c'est un jeune lanceur qui a souvent manqué de contrôle sur ses balles rapides, ses balles à effet. Donc, on revient un petit peu à ça. C'est sûr qu'il n'allait pas toffer comme ça tout au long de la saison. Donc là, connaît un petit passage à vide. Est-ce que ça va durer? On ne le sait pas, mais comme tu l'as mentionné, on a besoin de lanceurs qui ont déjà prouvé qu'ils peuvent le faire à long terme. Si on veut se rendre loin dans cette saison-là, loin en séries éliminatoires, je ne pense pas que ça va être un Louis Hill qui va nous amener là. Ça va prendre des vétérans qui ont prouvé qu'ils peuvent faire le travail, surtout dans des moments importants. Puis plus la saison va avancer, plus ces moments importants-là vont augmenter. Donc, on va avoir besoin de faire des ajustements chez les Yankees, puis encore plus à l'avant-champ. On a un manque de profondeur. Là, la blessure d'Anthony Rizzo, offensivement, ne change pas grand-chose, mais défensivement, ça change complètement cet avant-champ-là. DJ LeMahieu qui revient d'une blessure, probablement qui n'est pas à 100%, Gleyber Torres qui fait clairement pas le travail. Donc, ça va prendre des joueurs d'avant-champ qui sont capables d'amener aussi un bon bâton parce que dans ce rôle offensif-là, si on a quelques blessés, on voit le manque de profondeur. Les Yankees qui présentement ont un match d'avance dans la division sur un club, ça s'appelle les Orioles. Je sais pas si tu connais, là, sont jeunes, sont dynamiques, sont bons. Fait qu'eux autres, là, si les Yankees ils prennent un certain retard, ils vont mordre dans la vie puis ils vont aller chercher ce titre-là de division pour une deuxième saison consécutive. On se souvient que l'an passé, ça s'était super bien passé pour eux. Là, ça continue de bien aller. Fiche de 52-30 quand même pour les Yankees qui ont un certain coussin, mais qui ne doivent pas trop s'appuyer sur ce coussin-là. Une fiche de 50-30 pour les Orioles en date de vendredi soir. On verra ce que ça va donner. Tu l'as dit, il y a à peu près juste Aaron Judge qui a aucun problème parce que même Soto défensivement, c'est difficile. Tout le monde a un petit quelque chose sauf Judge. Judge, ça va juste bien pour lui. Il est sur son rythme de 2022. Si on prend la première moitié de saison, euh, saison un peu différente quand même parce que en 2024, ça a super mal commencé, puis là, ça va super bien. Versus en 2022, c'était quand même un petit peu plus stable. Est-ce que tu penses qu'il est capable de battre son record? Est-ce que tu penses qu'il est capable de se rendre à 63 cette année ou il va finir par ralentir du rythme actuel, ou il va être trop mal entouré, ou il va se blesser, ou il va, tu sais, il y a quand même plusieurs accros, mais tu y crois-tu à 63? Bien, j'y crois s'il reste en santé, bien sûr, et si les frappeurs de cet alignement-là se mettent à frapper comme ils l'ont fait en début de saison. Parce que là, présentement, on continue à lancer Aaron Judge et il continue de frapper. Mais si tu as par la suite dans le line-up un Alex Verdugo qui avait bien débuté la saison, mais là, c'est plus difficile. Un Gleyber Torres qui frappait au 4e rang cette semaine, un non-sens encore une fois. Donc, si tu as ces joueurs-là qui ne frappent pas derrière Aaron Judge, bien, ça va être le festival du but sur balle parce qu'on sait qu'on ne sera pas capable de pousser Judge au marbre. Donc, si ces éléments-là sont réunis, que ses coéquipiers frappent comme ils l'ont fait en début de saison et qu'ils restent en santé, je pense que oui, parce que le premier mois de sa saison, c'était atroce. Mais depuis ce temps-là, il frappe un circuit à tous les 2 matchs. Donc, s'il continue sur cette séquence-là, c'est sûr qu'il ne le fera pas jusqu'au mois de septembre. Mais même si il en frappe un à tous les 3 matchs, va réussir à avoir le même rythme qu'en 2022. Donc, ça va prendre quand même un petit miracle parce que on ne s'attend pas à ce que les frappeurs des Yankees puissent frapper tout au long de la saison comme ils l'ont fait dans les 2 premiers mois de la saison. Mais si c'est le cas, certainement qu'il peut le faire parce que présentement, il n'y a personne qui l'entoure et il continue à faire. Aspect qui est à surveiller aussi si on joue au jeu des comparaisons de 2022-2024.
En 2022, Sébastien, le dernier mois, ça avait été intense. Parce que, tu sais, de battre le fameux 61 circuit de Maris en 61, ça avait pesé sur l'équipe, puis tu le sentais qu'il y avait une pression. Puis, tu sais, il y avait des balles différentes pour l'authentification, si jamais le record de la Ligue américaine tombait. Et là, si jamais il devait battre le 63, évidemment, ce serait une marque intéressante, mais il bat sa propre marque d'il y a 2 ans. Ce serait pas le même engouement. Et surtout, il saurait comment gérer ça. Parce qu'il l'a dit, il a eu de la difficulté à gérer cette situation-là. Là, si ça arrive et qu'il continue de frapper, c'est son propre record. Il n'y aura pas la famille Maris qui va le suivre un peu partout dans tous les stades aux États-Unis pour essayer de voir s'il est capable de battre le record ou pas. Il va juste dire, ben, regarde, moi, je veux viser pour le gagner la Série mondiale, puis de la titre, puis si je bats le record, c'est le mien de toute façon. Ça ne changera pas grand-chose. Ça aussi, ça peut faire la différence aussi parce que ça avait pesé sur l'équipe. Là, peut-être qu'on est un petit peu plus groundé, puis de se dire, si le juge est vraiment focusé sur la mission, ben, peut-être que les autres vont finir par le suivre naturellement aussi sans avoir la tête ailleurs complètement. Oui, c'est un très bon point que tu amènes. Toute cette Mais pression-là. c'est un très bon point. Ben oui, tu sais, pour une fois qu'il y en a un, on va le souligner. Non, c'est pas Bon, vrai. Non, mais c'est vraiment vrai parce que toute la pression qu'il y avait à ce moment-là, il l'avait jamais vécu. Presque personne ne l'avait vécu. Il se retrouve dans ce cercle-là, doit négocier à travers tout ça et doit continuer à jouer au baseball, doit continuer à aider son équipe et doit continuer à frapper des circuits. Donc, c'est vraiment pas facile. Et là, comme tu l'as mentionné, ça va être sa propre marque. Ça va peut-être dépendre dans quelle situation les Yankees vont être à ce moment-là. Est-ce qu'on va être dans une course au championnat? Est-ce qu'on va être dans une course aux séries éliminatoires? Est-ce qu'il va se concentrer à frapper des circuits ou à frapper des coups sûrs? Peut-être que ça pourrait avoir un impact. Mais sinon, avec la maturité qu'il a pris dans les 2 dernières années également, on le voit que ce n'est pas nécessairement le même frappeur. A connu un début de saison atroce, mais on l'a vu changer le vent de côté, ne pas paniquer. Donc, on voit qu'il est capable de prendre cette pression-là, de ne pas paniquer dans des situations qui sont un petit peu précaires. Donc, ça pourrait avoir le même effet rendu au mois de septembre. Denis qui nous mentionne que tantôt quand on parlait des Orioles, selon lui, dans l'américaine, c'est justement l'équipe qui est à battre. Je suis assez d'accord avec toi à ce niveau-là. Là. C'est une des très, très bonnes équipes. Tu sais, oui, il y a les Yankees, oui, il y a les Guardians, mais j'aime ce qu'on voit du côté de Baltimore. On prend-tu 2 secondes pour parler de Gunnar Anderson? D'ailleurs, depuis quand ce gars-là a décidé qu'il devenait Barry Bonds cette année? C'est incroyable. Puis tu sais, les Yankees sont chanceux d'être encore en avant parce que les Orioles ont eu une séquence de 5 défaites. Parce que si les Orioles avaient continué sur leur rythme, les Yankees seraient derrière. Puis c'est normal que les Orioles aient ce genre de séquence-là à un moment ou à un autre de la saison. Se sont relevés, puis ils risquent justement de continuer sur cette séquence-là. Mais pour revenir à Anderson, c'est un phénomène présentement. On ne l'attendait pas, puis c'est lui qui tient le fort, c'est lui qui tire cette équipe-là, et les jeunes joueurs le suivent derrière. Donc, il donne le ton dans ce rôle offensif-là, puis les autres ont juste à suivre, puis le travail va être fait. Seul bémol, c'est sur la butte. On le sait, les dirigeants des Orioles le savent et ils vont l'adresser d'ici la date limite des transactions. Je suis persuadé qu'il y aura des bons lanceurs qui vont prendre le chemin du Maryland d'ici le prochain mois. Denis qui nous mentionne que Anderson a seulement 22 ans. Assez incroyable comme joueur. Ça arrive pas souvent des arrêts courts qui frappent 50 circuits. Dernière fois que c'est arrivé, c'est Alex Rodriguez, puis il était pas clean quand il l'a fait. Fait que, regarde, c'est un fait qui pourrait être assez intéressant. Il est sur le rythme parce qu'il a frappé son 25e, 26e circuit récemment. On est à la mi-saison, donc ça compte. Pour compléter sur les Yankees, Richard qui nous mentionne Taureau à New York, pourquoi pas? C'est une théorie que j'avais soulevée récemment dans les dernières semaines. J'en avais fait un papier sur le passionmlb.com. Pour moi, ça pourrait être le joueur de banc idéal pour les Yankees. Un gars qui peut jouer aux 3 coussins, un gars qui frappe des 2 côtés, un gars qui a une très belle saison, même s'il y a eu un certain passage à vide au mois de juin. Au mois de mai, il était vraiment excellent. Il a pris son rythme dans le baseball majeur. Blessé en ce moment, ceci étant dit, Sébastien, mais c'est le genre de gars que je ne sais pas si les A's vont vouloir l'échanger parce qu'un joueur qui produit à bas prix, c'est un peu dans leur fourchette de joueurs qu'on recherche. Ceci étant dit, si les Yankees offrent une bonne offre, hey, c'est quoi un bon joueur quand tu peux avoir un bon espoir dans le 3 et le payer moins cher, tu sais? Oui, bien passé, bien passé.
Non, mais c'est sûr que si les Yankees ont la chance d'aller le chercher, c'est une excellente roue de secours. Par contre, je ne crois pas que ça soit une solution comme régulier. Oui, il fait le travail à Oakland, ça va très bien, pas de pression, mais arriver dans ce zoo qui est le Bronx à New York, avec la pression de remporter un championnat, une série mondiale, je ne pense pas que c'est Abraham Toro que tu vas avoir, puis en tout respect, peut-être qu'il n'est pas encore rendu là, peut-être va se rendre à ce rôle-là dans les prochaines années. Mais comme joueur de banc que tu peux sortir à tout moment dans n'importe quelle position à l'avant-champ, c'est un beau luxe à avoir. J'ai juste hâte de voir comment il va revenir de sa blessure. Ça allait un petit peu moins bien avant cette blessure-là. Peut-être que la blessure explique cette baisse de régime-là parce que son mois de mai était tout simplement phénoménal. S'il est capable de répéter ces exploits-là du mois de mai, bien là, ça devient un joueur qui peut amener une très belle profondeur dans un club qui aspire aux grands honneurs. Sébastien, on est à quelques semaines du match des étoiles, on est à quelques semaines du concours de circuit. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les joueurs vedettes vont dire que ça leur tente pas d'y aller au concours. Ouais, C'est le même à chaque année. sauf Pete Alonso qui veut le gagner à chaque année. C'est même Oui, quand il n'est pas invité, exactement. il veut le gagner. Là. Ouais. Pete Alonso, il doit déjà avoir appelé Rob Manfred, dire Oui, ouais, t'as-tu pensé à moi? Puis Manfred, mais que j'ai pensé à toi. oui, j'ai personne d'autre. Non, c'est ça. Aaron Judge qui a déjà dit la seule occasion pour laquelle je retournerai au concours de circuit, c'est si ça se passe à New York. On imagine qu'il parle vraiment des Yankees, puis pas juste New York en général. Là, je pense pas qu'il reste si c'est au Citi Field nécessairement. Je pense qu'il voudrait faire plaisir à ses partisans dans le Bronx. C'est même pas si c'est à San Francisco ou quelque chose comme ça à la maison. C'est vraiment juste les Yankees ou rien. Il y a beaucoup de vétérans qui veulent pas y retourner. Il y a des tractations autour de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani qui aimerait possiblement aller faire son tour au concours de circuit. Il n'a pas à lancer cette année, fait qu'il a du temps libre pour se préparer s'il veut. Ceci étant dit, les Dodgers qui se disent ouais, mais écoute, mon beau Shohei, c'est parce que tu oublies que tu as eu une opération au coude puis que tu n'es même pas capable de lancer. Fait que à ta minute avant d'aller te dérencher, comme on dit en bon français, avant d'aller dérencher le bras là, au concours de coup de circuit, on va essayer de garder nos efforts pour gagner une première bague de la Série mondiale depuis longtemps si on exclut la petite saison de 2020. Fait que, honnêtement, pas le choix de comprendre les Dodgers dans cette situation-là. Là. Tu peux pas que le gars il se blesse. Imagine la catastrophe si Shohei Ohtani se blesse au concours de circuit. Inimaginable, mais Ah. avec tout l'argent qu'ils ont mis sur ce phénomène-là, Shohei Ohtani, ils ne peuvent pas l'envoyer au concours de coup de circuit. Puis il y a 99,9% des chances que Shohei Ohtani ne se blessera pas au concours de circuit. Mais comme tu l'as dit, imaginez si le 0,1% devait arriver. Puis même s'il ne devait pas arriver, pourquoi prendre ce risque-là? Pourquoi rajouter ça à une charge de travail? Oui, il est seulement frappeur de choix, mais Shohei Ohtani, tu ne l'as pas seulement pour cette année, tu l'as pour les 10 prochaines saisons. Tu veux remporter des championnats avec lui dans ton alignement durant ces 10 saisons-là. Donc, ce n'est pas le temps de prendre ce genre de risque-là. Lui, il est là pour remporter un championnat, pour en ramener un, comme tu l'as dit, depuis la fin des années 80, sauf la saison écourtée. Je comprends le spectacle, les partisans voudraient le voir, je voudrais le voir, tu voudrais le voir, on voudrait tous le voir frapper des bombes. Mais là, présentement, ce qui compte, c'est la saison régulière, c'est les séries éliminatoires par la suite. Donc, c'est une décision. Elle n'est pas prise encore, cette décision-là, mais on s'attend à ce qu'elle soit prise très bientôt, puis on va la comprendre. Un joueur que j'aimerais voir, puis je pense qu'il a des bonnes chances d'y aller, on a glissé son nom dans les dernières minutes, c'est Gunnar Anderson, qui est un des bons frappeurs de circuit du baseball majeur. Ce serait vendeur d'avoir Gunnar Anderson au concours. Tu sais, on se souvient l'an passé, Rutschman qui est allé, Rutschman qui est d'ailleurs le meneur du club là, à Baltimore, comme nous le mentionne Patrick, là, en lien avec les commentaires sur Anderson. On s'attendait pas, on savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, il a donné tout un show, puis tu sais, frappeur ambidex, il est allé frapper de l'autre bord, puis ça s'est super bien passé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour ce concours-là, qui est quand même un drôle de concours quand tu y penses, parce que tu regardes dans les autres sports, ils n'ont toujours pas trouvé la formule pour attirer l'attention avec leur concours d'habileté. Puis ça marche pas. Puis le baseball, même ceux qui n'aiment pas la balle veulent le regarder tellement c'est impressionnant. Sauf qu'il y a comme personne qui veut y aller en tant que tel parce que tu peux te blesser, parce que tu peux dérégler ton élan. Tu vois pas ça au hockey. Hein? Il y a personne qui dit ah, je veux pas aller faire l'épreuve des petits tirs pour dérégler mon poignet. Là. Tu sais, je veux dire, ça existe pas, cette réalité-là ailleurs. Tu fais juste te présenter, puis tu fais comme Kucherov, puis tu joues mal. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas cet enjeu-là de se dire ah,
si je vais au concours d'habileté, je vais me blesser. Là. Je veux dire, c'est pas en allant frapper des balles de golf avec un bâton de hockey sur une plage en Floride ou dans la fontaine à Vegas que tu vas subir des blessures. Tu sais. Ben, c'est un peu là que je m'en allais. Kucherov, je ne sais pas s'il avait peur de se blesser ou probablement que ça ne tentait pas, là, mais c'était un petit peu ça. Assurément. Mais oui, c'est vrai que c'est très différent d'un sport à l'autre. Puis ça va souvent être des joueurs qui vont être là pour la première fois, puis après ça, ben, malheureusement, on ne les revoit pas, sauf peut-être dans une situation où ils n'ont rien à gagner avec leur équipe, puis ils veulent avoir un petit moment où ils vont avoir du plaisir parce que la plupart des joueurs qui sont passés au concours de coup de circuit, bien, pendant plusieurs années, tu ne les vois pas, ils se concentrent sur leur saison, sur un peu leur carrière, puis c'est très compréhensible. Donc, souvent, ça va être des jeunes qui ont tout approuvé, puis par la suite, bien, ils passent à autre chose. Puis tu as quelques vétérans, on mentionnait Pete Alonso qui se présente à chaque saison. Puis pour ceux qui disent que ça change l'élan du joueur ou que par la suite, peut-être qu'il ne sera pas capable de s'en remettre, bien, on a justement Pete Alonso qui nous prouve que ce n'est pas nécessairement le cas. C'est sûr que d'un joueur à l'autre, c'est très différent. Mais on ne peut pas faire une règle avec ce qui se passe avec ceux qui se présentent au concours de coup de circuit. On s'entend là-dessus. J'ai hâte de voir les noms qui vont sortir parce que, comme je l'ai dit, là, au moment où on enregistre, on est le 27 juin. Le concours de mémoire, c'est quelque chose comme le 15 juillet. Donc, il reste 2 semaines et demie. Fait qu'on est rendu à l'étape où il serait temps qu'on annonce certains noms. Là. Peut-être que même il y a des noms qui ont été nommés au moment où on enregistre puis on le découvrira après. D'après Mais ce toi, sera à Vladimir, speed. il va-tu? Comment? D'après toi, Vladimir, il va-tu? Non. Non, hein? Non. C'est ce que je pensais. À moins que dans les 2 prochaines semaines, les Jays soient éliminés et qu'il n'y ait plus rien à gagner. Là, mais Ouais. Parce que ça, il sait que ce serait mal vu de dire, ouais, ben c'est ouais, ça. c'est ça, tu t'en vas t'amuser au Congo pendant que ton équipe va mal. C'est Exact. sûr, c'est sûr. Il y a rien à gagner. Écoute, il a déjà bien performé à ce concours-là. Ouais. Je pense pas qu'il va y retourner. Ouais. Là. Sébastien, on a quelques questions en attente, donc allons-y avec notre période de questions. Quelques questions au menu concernant les gardiens. Les Guardians de Cleveland, cette énorme surprise dans l'américaine. Denis qui nous a demandé, question qui m'intrigue, est-ce que les Guardians étaient supposés d'être aussi dominants? Quelle belle saison là-bas. Non, ils n'étaient pas supposés être aussi dominants, ça je peux te l'annoncer. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que ce club-là va bien. C'est pas nécessairement la rotation, même si on sait que c'est un club qui développe bien des lanceurs. Cette saison, c'est difficile en raison des blessures. Une des raisons, c'est Stephen Kwan. Puis Matt Gonzo a un commentaire à ce niveau-là. Le joueur le plus sous-estimé cette saison, Stephen Kwan, le voltigeur des Guardians de Cleveland, pourrait frapper dans les 400 s'il arrive à maintenir le rythme. C'est assez impressionnant ce qu'on voit. Puis tu sais, moi, ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, c'est que Terry Francona est parti, puis on le remplace par Steven Vogt, qui est un gérant recru. Puis malgré tout, on arrive à aller chercher cette grosse saison-là, cette première moitié de saison, du moins. Là, j'avais pas ça sur ma carte de bingo. Non, du tout. Je pense qu'on avait les Twins en tête. Il me semble que toi aussi, tu avais les Twins. Moi, j'avais les Twins, puis les Ouais. Guardians n'étaient pas dans le portrait des séries éliminatoires. Mais ça montre à quel point on a une culture dans cette organisation-là. On change, comme tu l'as mentionné, on change le gérant. On en amène un qui n'est pas aguerri. C'est un gérant Zéro. recru et il rentre dans cette formation-là comme s'il avait géré un club des majeurs pendant 18 ans. On n'y voit que du feu. On continue à jouer de la petite balle avec, entre autres, Steven Kwan qui donne le ton. On a les gros frappeurs qui suivent, Josh Naylor, José Ramirez qui font le travail. Puis tu l'as mentionné, là, on fait tout ça sans Shane Bieber qui est blessé, qu'on ne reverra pas, qu'on attendait, qui avait un excellent début de saison avant de se blesser. Ouais. On dirait qu'il n'y a rien qui arrête les Guardians. Peu importe l'épreuve qu'ils vont rencontrer, on va se regrouper. Il y a un joueur qui va sortir du lot, qui va prendre sa place pendant un certain temps. Après ça, ça va être un autre. On a vraiment une culture d'organisation qui est bien installée. C'est sûr que c'était plus difficile l'an dernier, mais on se relève de ça tout de suite. Donc, vraiment, là, de haut en bas dans cette organisation-là, on est bien nantis. Patrick qui nous parle de Ranger Suarez, qui a une grosse saison du côté de Philadelphie. Mais croyez-vous possible qu'on puisse voir Paul Skeens remporter recrue de l'année et le Cy Young? Recrue de l'année, oui, probablement. Cy Young, non.
Je pense pas qu'il aura lancé assez de manches. Tu sais, il est arrivé au quart de la saison. Il est sur un pitch count. Donc, au début, il a pas nécessairement, tu sais, il a lancé des 4-5 manches au début. Euh, il n'y aura vraiment pas assez de manches pour aspirer à ce niveau-là. Ceci étant dit, est-ce qu'il va recevoir des votes ici et là? Peut-être. Je pense que ça va peut-être aller à l'an prochain s'il continue sur ce rythme-là, où il pourrait peut-être aspirer à gagner un Cy Young. En ce moment, c'est base de la façon dont je le vois. Il y a Suarez qui est là. Tyler Glasnow est un nom qui me vient en tête aussi de la façon dont il lance à LA. Évidemment, ça vient avec un gros si, c'est-à-dire s'il reste en santé. Et pour lui, c'est quand même un enjeu important. Il n'a jamais réussi à trouver la santé tout au long de sa carrière. Présentement, ça fonctionne bien du côté d'LA, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est les deux noms qui me viennent en tête. Là. Je pense pas que, en tout respect aux performances de Paul Skeens à Pittsburgh, je pense pas qu'il peut aspirer au Cy Young cette année. Non, moi aussi, j'abonde dans le même sens. Ça ne sera pas pour cette année, mais ça va être certainement pour une des prochaines parce que si Ouais, Paul Skeens ouais. demeure en santé, va remporter un Cy Young, c'est extraordinaire ce qu'il fait présentement à son année recrue. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a personne qui lui fait peur. C'est lui qui fait peur aux frappeurs. Donc, on est sûr et certain qu'il va remporter un trophée Cy Young. Puis pour tous les candidats qui sont présentement dans la course, ça va être de rester en santé parce que les lanceurs partants, les releveurs présentement dans le baseball majeur se blessent un après les autres. Donc, on ne sait pas à quel moment un de ces candidats-là va tomber au combat, puis c'est là que l'autre va prendre la pole. Donc, c'est vraiment dur de prédire qui va remporter le trophée Cy Young, autant dans la nationale que dans l'américaine. Mais je ne crois pas que ça va être Paul Skeens dans la nationale. Richard qui nous mentionne ici le match des étoiles en lien avec ce qu'on a parlé dans les dernières minutes est rendu le concours de circuit, mettre la date ailleurs entre la saison régulière et les playoffs. Ça, j'y crois pas. Je pense pas que de placer un événement comme celui-là entre la saison puis les séries, tu sais, les joueurs qui ont terminé leur saison ne verraient pas l'enjeu, puis les joueurs qui s'en vont en série ne voudraient pas aller là non plus. Je trouve que de le mettre en plein milieu de la saison comme ça coupe un petit peu la poire en deux parce que là, tu sais, dans les dernières semaines, on s'est habitué à un certain rythme. On est sur le rythme d'une saison entraînante de 162 matchs, puis il y a de la balle à tous les jours, puis on continue comme ça. Mais là, le match des étoiles, c'est une espèce de cassure dans ta saison qui te permet de compresser, puis d'aller dans ce cas-là, comme cette année à Arlington, puis d'avoir du fun avec les boys, puis de changer complètement de rythme. Donc, non, je vois pas à ce niveau-là. Je sais pas de ton côté, là, mais je vois pas un changement de date là, pour ce qui est du match des étoiles. Non, même chose de mon côté. Puis les joueurs ont besoin de cette pause-là. Autant les joueurs qui vont au match des étoiles que ceux qui n'y vont pas, qui prennent ces Ouais. quelques journées-là de congé pour en profiter avec leur famille, recharger les batteries. Pour les joueurs que c'est plus difficile, ben, on passe à d'autres choses. On met la première moitié de saison derrière nous, puis on regarde vers l'avenir. Puis même si on laissait cette pause-là, il faut quand même remplir les quelques jours de pause. On ne veut pas avoir une semaine sans baseball totalement. Donc, Ben je non. ne vois pas une façon que le match des étoiles va être déplacé à l'extérieur de la saison régulière. Matt qui nous demande pourquoi les Angels de Los Angeles ne s'appellent pas les Angels d'Anaheim, parce que cette équipe est basée à Anaheim, ce qui est un méchant bon point. Puis ce qui est assez ironique aussi, c'est que, tu sais, Los Angeles Angel. en, en espagnol, ça veut dire les Angels. Oui, Fait que, tu sais, cette équipe-là s'appelle les Angels de les Angels. oui. Puis, Les tu sais, c'est anges, pas comme les s'il y avait anges. personne les enjeux dans nos campagnes. Là. Puis Oui, c'est pas oui, parce qu'il y a personne, c'est pas parce qu'il y a personne qui parle espagnol dans ce coin-là. Là. Il y en a des gens qui parlent oui. espagnol là, dans le sud de la Californie. Là. Fait il y en a bien des gens qui doivent se dire ouais, c'est donc bien épais comme nom. Surtout pour une ville où t'étais pas à Los Angeles, t'étais à Anaheim. Mais ça a toujours été compliqué ce nom-là. Tu sais, les Angels d'Anaheim, de la Californie, de Los Oui, Angeles, de je sais pas quoi, ils ont eu 8 noms. Juste appelle-toi Anaheim. oui. Ça, c'est comme les Aces de Sacramento ou on est dans un autre dossier, là? Hey, t'as pas le droit de dire ça. Oui, mais je vais le Le dire pareil. propriétaire, non, 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 non. Le propriétaire ne veut pas que tu les appelles Sacramento, même s'ils vont jouer à Sacramento. Tu penses-tu que On notre pourrait les appeler podcast. les Aces de la Californie. Oui, c'est bon, ça. C'est bon. Ou Non, les parce que c'est en Aces, monde Nevada. Les Aces ouais, de l'Ouest. les Aces d'Anaheim. Les Aces d'Anaheim. Tu penses-tu que notre podcast va être bloqué par le propriétaire des Aces parce qu'on les a appelés les Aces de Sacramento? Sûrement. OK. Mais, mais Ça va pour, m'empêcher de dormir. oui, c'est ça. Mais pour revenir aux Angels, c'est sûr que ça a toujours été compliqué. Puis je ne sais pas pour toi, mais il me semble dans le temps des Angels d'Anaheim, là,
où qu'on avait une bonne formation, puis qu'on dirait que tout était plus rose, que ça faisait Oui. plus de sens. Puis depuis que c'est les Anges des Anges ou les Angels de Los Angeles, ben, il n'y a plus rien qui marche. Puis, tu sais, s'il n'y avait pas d'équipe à Los Angeles, je pourrais comprendre un Ouais. peu la logique derrière tout ça. S'il n'y avait pas d'équipe en Californie, je pourrais comprendre la logique derrière tout ça. Mais là, tu sais, on dit Los Angeles, là. Si je te dis pense à une équipe à Los Angeles, là, si je te l'annonce, là, tu penses pas aux Angels. OK? Ben, Tu penses aux laisse-moi y Dodgers. passer, laisse-moi y passer. Non. Tu sais, il y a. En tout cas, je comprends pas pourquoi on s'embourbe là, dans cette histoire-là. Ce serait si simple de juste s'appeler Anaheim puis de garder ça. Donc, bonne question, Matt. Je pensais pas que ça soulèverait autant ma passion, mais finalement, ça m'a permis de chialer un peu sur ce propriétaire-là. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là pour 50 des 55 minutes Ouais. du podcast. Je savais que tu allais la ramener, c'était sûr. Le pire, c'est que je viens d'y penser parce que je voyais le temps, parce que sinon, j'allais oublier avec ma superbe mémoire de poisson rouge. Puis écoute, vu que j'oublie tout, il va falloir que tu nous rappelles où est-ce qu'on peut aller nous lire puis nous écouter parce que je m'en souviens. Oui. Pour commencer, pour nous lire, c'est bien sûr au Passion MLB, où est-ce qu'on écrit des articles à tous les jours, on suit l'actualité du baseball majeur. Et sur ce même site, on peut aussi trouver les épisodes du podcast, mais sur les Mhm. mêmes plateformes où on est présentement en direct, donc Facebook, YouTube et X ou Twitter, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. On va placer l'enregistrement dans quelques minutes. Donc, si vous le cherchez, vous allez le trouver sur toutes vos bonnes plateformes. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de la semaine. Merci à tous les auditeurs qui ont interagi avec nous pendant cette heure de baseball. Merci à ceux qui téléchargent les émissions et qui viennent nous écouter, qui viennent partager cette passion-là du baseball avec nous chez Passion MLB. Merci, Sébastien, pour l'épisode de cette semaine. Puis nous, ben, on se dit bonne semaine de baseball et on se retrouve la semaine prochaine.